Le 7 janvier 2021, un collectif de médecins français lançait un appel à inclure la vitamine D dans la lutte contre la pandémie. Une tribune publiée avec le soutien de la Société française d'endocrinologie, de la Société française de gériatrie et gérontologie, de la Société française de pédiatrie, et j'en passe. On n'est donc pas sur des vendeurs de granules bouffeurs d'ayahuasca. Ce collectif faisait une déclaration dont le paragraphe le plus synthétique est ainsi formulé. Même s'il n'existe pas encore de preuve indiscutable que la supplémentation en vitamine D réduit le risque d'infection par le SARS-CoV-2, le maintien d'un statut vitaminique D satisfaisant présente de toute façon des bénéfices au-delà de la Covid-19. Et il faut savoir qu'en hiver, une grande partie de la population est plus ou moins carencée en vitamine D. L'état de la science n'a pas bougé depuis l'alerte du collectif, pourtant nous n'avons jamais entendu nos autorités de santé parler de vitamine D dans l'affaire Covid. Démêlons ce curieux paradoxe. Tout d'abord, il est important de ne pas faire l'amalgame entre traitement et prévention. Pour ce qui est de traiter une forme grave de la maladie, la vitamine D n'obtient pas de résultats très probants. Par contre, pour ce qui est de la prévention, il y a un sérieux faisceau d'indices qui tente à montrer que les personnes avec des taux satisfaisants de vitamine D meurent beaucoup moins du Covid. Ce n'est pas formellement prouvé, mais l'hypothèse est assez plausible. Et vous avez vraiment besoin de ça pour avoir envie de combler vos carences ? D'ailleurs, une revue de la littérature scientifique faisant foi dans cette affaire a conclu ceci. En l'absence d'une carence établie en vitamine D et sur la base des données à disposition, la prescription de vitamine D n'est actuellement pas justifiée dans le traitement et la prévention de l'infection à SARS-CoV-2. En l'absence d'une carence. Cela laisse entendre à demi-mot qu'en cas de carence, il serait peut-être bien d'agir. Mais là, tout le monde retient que la vitamine D n'est pas efficace, et on tourne la page. Et pas un mot de nos autorités ou médias pour ne serait-ce qu'induire une prise de conscience de ce problème de santé publique très courant en hiver. Et qui, au passage, jouerait peut-être un rôle dans la pandémie catastrophique qui nous frappe. Ça ne vous est pas venu à l'esprit d'en parler à plus large échelle ? Il faut lire des newsletters d'homéopathes pour se sensibiliser à ça ? Non mais quelle indignité ! Alors, il y a quand même eu quelques articles de presse suite à la tribune de ce collectif de médecins, mais c'était pour la voir se faire dézinguer et mettre au rebut. Je finirai la vidéo avec une petite analyse d'articles à charge et vous verrez que ce n'est pas très joli. Mais d'abord, un petit scoop. Parlons un peu de l'obésité. Parce que là, tout le monde semble se mettre d'accord. Les IMC élevés sont plus à risque face au Covid. Et pourtant, le niveau de preuve n'est ici pas meilleur qu'avec la vitamine D. Regardez cette méta-analyse publiée dans la prestigieuse revue Nature vers la fin des débats. Il n'est pas certain que l'obésité soit en fait associée à de moins bons résultats pour la Covid-19. Les obèses feraient des formes plus graves, mais ne mourraient pas davantage. C'est ça l'état de la science. Mais là, ça passe, parce qu'au fond, l'obésité c'est surtout utilisé comme argument pour que les personnes concernées, pointées comme étant à risque, se fassent d'autant plus vacciner. Ce qui équivaudrait à dire au même niveau de preuve « Attention, si vous êtes carencé en vitamine D, votre risque Covid augmente, et vous devriez donc vous faire vacciner !» Discours absurde, vu qu'on peut facilement se supplémenter en vitamines et soigner le mal à la racine au lieu d'ouvrir le parapluie vaccinal. Alors que perdre du poids, surtout quand les salles de sport sont fermées, c'est autre chose. Et nous ne sommes pas du tout encouragés à faire du sport, à manger bien, à vivre bien, en bonne santé. Là, le message, c'est qu'être malade, obèse, diabétique et carencé, ce n'est pas un problème, car on a un vaccin qui permet de survivre, même quand on est en mauvaise santé. Et donc, au lieu de lutter pour maintenir les gens en bonne santé, on lutte pour pouvoir soigner des gens malades. Et on veut bien déclarer sans preuve que les obèses sont à risque, et qu'ils doivent d'autant plus se faire vacciner. Mais déclarer sans preuve que les vieux devraient combler leur carence en vitamine D, ça ne passe pas. En fait, ça revient à prétendre qu'en l'absence de preuves au niveau Covid, on ne va rien faire pour lutter contre l'obésité. C'est une politique de santé publique complètement naze. On a clairement conscience que les gens sont souvent carencés en vitamine D, l'hiver, que ça a des implications sur leur santé en général, et vraisemblablement sur leur vulnérabilité à la Covid-19, et on n'entend pas les autorités de santé s'exprimer une seule fois sur le sujet. Je vous rappelle la position scientifique reconnue. En l'absence de carence, il n'y a pas à utiliser de vitamine D. Si on parle de balance bénéfice-risque, on a clairement tout intérêt à combler ces lacunes, et cela même si l'effet sur la Covid-19 reste incertain. Et c'est exactement en ce sens qu'allait la recommandation du collectif de médecins. En allant peut-être un peu loin dans l'idée de traiter absolument tout le monde. Il aurait sans doute fallu trouver un juste milieu en s'occupant avant tout des personnes fragiles. Encore une fois.
Mais à la place, l'ensemble de la mise en garde a été bêtement ignoré. Une fois de plus, cela démontre que nos autorités sanitaires sont un peu débiles, à moins qu'elles soient un peu sous influence. Et franchement, on peut gentiment admettre que la deuxième solution semble la plus plausible, sans aller jusqu'à y voir une machination diabolique décidée dans des réunions secrètes. Les choses sont simples et pas forcément criminelles. Il y a évidemment un lobby pharmaceutique qui défend certains intérêts et qui tente d'influencer, voire de manipuler les politiques et l'opinion publique. On sait qu'ils sont là, en embuscade, mais ils ne peuvent généralement pas aborder nos décideurs frontalement. C'est un travail d'influence et de manipulation aux résultats un peu aléatoires, mais qui oriente la tendance et réussit à faire passer d'un fait scientifique: les vaccins sont sans danger et sont efficaces pour diminuer les hospitalisations et les décès, à il faut vacciner tout le monde et si possible tous les 6 mois. Ce qui n'est plus une question scientifique, mais politique, à laquelle nos leaders ont cru. Et je leur concède une chose, c'est qu'il est peu probable que ce traitement ait une quelconque dangerosité. En revanche, cette politique pas très avisée est responsable de quelques dégâts collatéraux. Dispersion des efforts de vaccination au lieu de les concentrer sur les populations les plus à risque. Abandon des recommandations de santé générale comme la vitamine D et le sport. Dilapidation d'argent public sans discernement. Et création, avec le pass vaccinal, d'une nouvelle forme de discrimination d'autant plus injustifiée que les vaccins perdent leur efficacité sur la transmission du virus avec les nouveaux variants. Félicitations les gars, super job! Tout compte fait, vous savez quoi? Je pense que vous êtes un peu sous influence et un peu débile. Et pour compléter ce constat, voyons encore le cas du Remdesivir, un des rares médicaments à avoir été validé quelque temps par les autorités européennes et américaines. Dans l'état de la science, ce médicament n'aurait pas d'effet significatif sur la mortalité des patients Covid, mais permettrait peut-être, selon une ou deux études, de raccourcir la durée d'hospitalisation des survivants. Pas fou comme effet, mais ça peut quand même compter. Sauf que, on n'est de loin pas sur de meilleurs niveaux de preuve qu'avec la vitamine D et l'obésité. Et au final, l'OMS déconseillera ce traitement. Bénéfice-risque plutôt défavorable. Mais sans attendre cette conclusion, l'Union européenne en a commandé 500 000 doses pour 1 milliard d'euros, juste pour raccourcir les hospitalisations. Sachant que ce médicament coûte donc une petite fortune et peut avoir des effets secondaires assez sérieux. Tout le contraire de la vitamine D qui, au même niveau de preuve scientifique, n'a reçu aucun crédit. Ça donne quand même l'impression que les pharmas sont des marchands de tapis qui arrivent à embobiner nos décideurs pour leur faire acheter n'importe quoi. Sous influence et un peu débile. Même que c'est pas grave, à part qu'ils gaspillent l'argent public et se détournent des vraies solutions qui auraient permis de sauver davantage de vies. À savoir vacciner à fond les vieux et gérer les carences des récalcitrants et des plus fragiles. Complices de ce détournement, on trouve de nombreux penseurs et journalistes qui croient faire le bien et défendre la science quand par exemple, ils dézinguent la déclaration des médecins sur la vitamine D. Donc, pour finir cette vidéo, c'est moi qui vais dézinguer les objections d'un journaliste spécialisé. Alors, si vous avez à ce stade encore des arguments anti-vitamine D, il se peut que la suite y réponde. Pour les autres, l'essentiel a été dit. Je ne me vexerai pas si vous arrêtez là. Pensez juste à mettre des pouces bleus partout et à partager ce travail qui manque malheureusement de visibilité, alors que les médias débordent des propos des gardiens de la science et de la bien-pensance, qui sont d'habitude plutôt dans le vrai, mais qui vont ici beaucoup trop loin et perdent le sens des proportions face au complotisme anti-vax, soutenant alors une politique sanitaire extrémiste et ségrégationniste dépourvue de toute nuance. Regardons cet article soi-disant scientifique. On se demande d'abord en quoi un petit journaliste santé se croit pertinent pour corriger un collectif de médecins et d'organisations médicales, alors que la seule experte qu'il citera est géographe. On va voir qu'en fait tout l'article est très orienté et très moisi. Alors, la vitamine D, si on écoute certaines allégations, aurait des vertus insoupçonnées sur un nombre colossal d'affections pathologiques. Alors, il pose tout de suite une tonalité qui donne l'impression qu'on est dans un cadre de pseudomédecine à base de granules, de vitamines. Il oriente le point de vue avant même de commencer. Ensuite, donc, chaque hiver, une petite partie de la population française est carencée, selon les données épidémiologiques. Donc voici le rapport qu'il mentionne. Ici, il est écrit finalement, les 2/3 des adultes présentaient un déficit modéré ou une insuffisance en vitamine D. Comparé à
une petite partie de la population française est carencée. Donc lui, ce dont il parle, c'est ici la carence vraiment sévère qui ne concerne qu'une petite partie de la population en effet. Mais n'oublions pas que presque un tiers des Français ont un déficit modéré et un autre gros tiers une insuffisance légère. Le seuil adéquat est ici et les valeurs hautes sont presque insignifiantes ici. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport montre des données moyennées sur l'année complète. Et donc, en hiver, les chiffres seraient encore bien plus dramatiques que ça. Mais voilà, sous la plume de notre ami, cela devient chaque hiver une petite partie de la population française est carencée, comme si donc le problème n'existait pas, alors que 2 tiers des adultes présentent un déficit modéré ou une insuffisance. Et en hiver, c'est pire. Donc, c'est très 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 orienté comme manière de formuler la chose, n'est-ce pas ? Ensuite, aucun argument clinique solide émanant d'études randomisées de grande envergure. Voilà, effectivement, c'est le problème, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est prouvé. C'est parce qu'on a soit des études de grande envergure, mais pas randomisées, donc des études observationnelles, soit des études randomisées, mais de petite envergure sur un petit nombre de patients. C'est bien vrai. Mais la majorité de ces études tentent à montrer qu'il y a effectivement une relation entre les déficits en vitamine D et la gravité de la Covid. D'autres études d'intervention ont été réalisées, mais aucune conclusion en faveur d'une balance bénéfice-risque positif du traitement. Et alors, si on l'utilise comme traitement, d'accord, mais la balance bénéfice-risque d'avoir des taux de vitamine D convenables dans le sang, elle est évidemment positive. Mais là, il parle de traitement, donc on confond un petit peu traitement, prévention, santé générale, pour pouvoir dire comme ça que le traitement, la balance bénéfice-risque n'est pas positive. Bravo, c'est du super boulot. Par conséquent, on ne sait pas si la vitamine D, quel que soit le stade de la maladie, peut être utile. Alors, on sait que la vitamine D est utile pour la santé à la base. Voilà, ensuite, une récente étude publiée dans l'Observation, une revue de 2017, une récente article paru. Donc là, ce qu'il nous fait, c'est du cherry picking. Il va nous faire la liste complète des 4 ou 5 études qui montrent que la vitamine D est inefficace, alors qu'il y en a 10 ou 15 qui montrent qu'elle est plutôt efficace. Et pour ça, alors il nous fait la liste ici de celles qui sont inefficaces. Ça s'appelle du cherry picking, il nous montre tout ce qui ne va pas, mais il ne nous montre pas du tout ce qui va. Bien sûr, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un article convenable. Alors, premièrement, nous avons une campagne vaccinale sur les bras. Attelons-nous à la réussir sans mettre plus de contraintes sur les laboratoires pharmaceutiques, alors comme si la vitamine D et les vaccins étaient fabriqués dans les mêmes labos. Les systèmes d'acheminement de médicaments et les pharmacies d'officine, alors voilà, oui, ça va donner quelques contraintes en plus, mais s'arranger pour que les personnes âgées en mauvaise santé aient leur quota de vitamine D, ça devrait être une évidence depuis toujours. Deuxièmement, imaginons que la vitamine D soit efficace et bénéfique dans la prévention et le traitement de la Covid-19, ce qui ne semble pas être le cas lorsqu'on regarde l'ensemble des données. Non, c'est pas ça. Ce qui semble plutôt être le cas, mais n'est pas prouvé. Là, bien sûr, il déforme la réalité pour dire que ça ne semble pas être le cas. Faut-il vraiment allouer des ressources et mobiliser des moyens pour un produit dont des effets sont a priori aussi incertains ? Non, ils sont a priori plutôt probables et ne sont pas a priori aussi incertains. Des questions logistiques se posent également pour de telles mesures. En premier lieu, le dépistage. Bon, le collectif de médecins n'a pas forcément parlé de dépister. La France n'a pas atteint les objectifs en matière de dépistage de la Covid-19. Comment ferons-nous pour dépister toutes les carences en vitamine D en si peu de temps ? On n'en a pas besoin. Donc la suite, si l'on ne dépiste pas, comment adapter la posologie en fonction de la supposée carence ? Eh bien, il faut proposer déjà une posologie minimale qui évite les grosses carences sans risquer de surdosage. Car la vitamine D peut, à des doses très élevées dans le sang, engendrer des effets secondaires et un taux au-dessus des valeurs seuil recommandées à long terme a aussi été associé à une mortalité plus élevée. Donc à long terme, pas juste 2 ou 3 hivers de pandémie, associé à une mortalité plus élevée, donc selon une nouvelle étude, et petit scoop, ceci n'est pas une étude randomisée en double aveugle, et à ce niveau, si elle était pro-vitamine D, notre journaliste la rejetterait. Mais comme elle étaye son propos, là, ça passe. On est sur du 2 poids, 2 mesures. Et c'est ce qu'il a trouvé de mieux à nous montrer pour dire que la vitamine D peut s'avérer dangereuse. C'est vraiment, vraiment très faible. Et oui, j'oubliais. Cette étude montre un risque en cas de carence encore plus marqué qu'en cas d'excès.
C'est un comble, regardez-moi ça. Hein? Avec l'augmentation du taux de vitamine D, il y a un risque cardiovasculaire qui augmente un peu ici, mais avec des taux très faibles de vitamine D, regardez le risque cardiovasculaire, ce qu'il fait. Et lui, il utilise cette étude pour nous dire qu'il ne faut faire attention de ne pas trop prendre de vitamine D parce qu'il y a un risque ici. Alors que le risque d'être carencé en vitamine D est bien plus important. Et c'est encore un argument en faveur de notre collectif de médecins. La vitamine D présente des bénéfices au-delà de la Covid-19. Là, vraiment, c'est le miroir parfait d'un article du genre Réinfo Covid qui utilise exactement le même genre de biais et de manipulation pour étayer leurs propos. Une fois qu'on va voir de près les arguments, on voit que les sources disent en fait l'inverse de ce qui est prétendu dans l'article. C'est typique. Et donc on voit ici que même les médias soi-disant sérieux, et qu'ils le sont en général, je vous l'accorde, sont infiltrés et proposent aussi des articles lamentables. Il faut donc être vigilant et garder l'esprit critique face à son propre camp, autant que face à ses adversaires. Et enfin, vu qu'il parle de surdosage, il faut quand même bien dire que si la pratique était encadrée par les autorités médicales, il y aurait probablement moins de risques de surdosage, sachant qu'une reconnaissance officielle permettrait de gérer l'automédication des antivax qui, eux, prennent déjà leurs vitamines. Ensuite, donc, il a cette fameuse géographe qui explique qu'au niveau logistique, ça sera compliqué. Alors oui, peut-être bien qu'il y aura quelques complications, mais je veux dire, ça va aller. S'occuper des carences en vitamine D des personnes les plus fragiles et les plus à même de faire des Covid graves, on devrait sans doute s'en sortir, n'est-ce pas? Et puis, toute l'énergie que vous mettez pour vacciner inutilement des gens de moins de 30 ans, vous pourrez la mettre pour combler les carences des personnes à risque. C'est une évidence. Enfin, il y a d'autres moyens pour corriger une éventuelle carence en vitamine D, absolument d'accord. Donc on n'est même pas obligé de passer par les labos pharmaceutiques, on pourrait simplement s'exposer au soleil quand la saison le permet, et bouffer de l'huile de foie de morue, ce qu'on faisait à l'époque. Atteindre l'objectif d'une population non carencée sur le long terme est louable, disperser nos efforts dans la lutte contre le Covid-19 l'est moins. Il semble bien que tous nos efforts doivent se concentrer sur la vaccination. Donc, c'est ce que je disais avant. Vu qu'on a un vaccin, on accepte que les gens soient carencés et en mauvaise santé. C'est pas grave, on vous vaccine et vous ne mourrez pas. C'est une philosophie absolument bidon. Il est important que les gens soient en bonne santé, Covid ou pas. Il serait sans doute bon de s'intéresser un peu plus à la santé globale de nos aînés et à leurs carences, spécialement chez ceux qui refusent de se faire vacciner. Ça ne pose aucun problème. Et la balance bénéfice-risque est évidemment positive. Espèce de grand génie.